Lorsque j'ai programmé ce point de presse, il y a une semaine, je n'avais pas encore l'ensemble des agendas nationaux et les prises de parole à la fois de François Hollande, président de la République, et de l'ensemble du gouvernement sur la réforme territoriale. Mais je sentais que les choses se feraient dans ces jours-ci, et donc j'ai préféré anticiper en programmant ce point de presse qui est à une heure inhabituelle, et je vous remercie d'y participer parce que 8h30, c'est quand même pas le milieu de la journée. Aujourd'hui, nous vivons une période qui est importante de l'histoire du pays, puisque l'État, le gouvernement, à la suite d'autres gouvernements, propose une grande réforme territoriale. Cette réforme territoriale avait déjà été envisagée pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, avec les conseillers territoriaux. Aujourd'hui, elle marche à cadence forcée, car les conditions politiques, économiques et sociales du pays entraînent le gouvernement dans une avancée sans précédent en termes de timing. Je me doutais de cela. J'ai vu le résultat des élections européennes comme vous. Et je pense que le gouvernement est contraint aujourd'hui de présenter une réforme novatrice pour moderniser le fonctionnement de l'État. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à la modernisation de l'État. Donc cette réforme territoriale, pour moi, elle n'est pas... je ne la combats pas. Par contre, j'ai un certain nombre de choses à dire. Je ne la combats pas parce que la simplification du millefeuille territorial, parce que l'organisation même du territoire mérite qu'il y ait une grande réforme pour simplifier, pour organiser mieux les fonctionnements des collectivités, afin de ne pas contribuer à l'aggravation de la crise politique qui sévit magistralement dans le pays. Donc je suis favorable à la modernisation de l'État, je suis favorable à la réforme territoriale présentée par Manuel Valls et François Hollande, président de la République. Que découle-t-il de cette réforme ? Hier soir, le nombre de régions établi à 22 a été ramené à 14 régions, grandes régions. On n'invente rien dans cette réforme. Si vous lisez La France ligotée de Georges Frêche, tout est inscrit il y a 20 ans. Georges Frêche, dans La France ligotée, plaide pour la fin des départements, plaide pour l'organisation de grandes régions, avec à l'intérieur des agglomérations puissantes. Donc cette réforme n'est ni plus ni moins que la traduction contemporaine de ce qui a été écrit il y a 20 ans dans cet ouvrage et dans l'ouvrage que je viens de citer. Donc moi je suis cohérent avec mes engagements. D'autre part, je pense qu'un pays moderne doit remettre en question en permanence ses fondements politiques et son organisation territoriale. Sinon, il sombre inéluctablement dans une sorte de conservatisme politique qui fait que rien n'avance, rien ne bouge. Et en période de crise, les Français ne sont pas prêts du tout à accepter cela. D'ailleurs, la réforme territoriale est acceptée à plus de 60% par les Français et par l'opinion.
Les régions sont ramenées de 22 régions à 14 grandes régions. Il y a la carte ici ce matin sur la une de Midi Libre. On l'a tous vu hier soir à la télé. Et la région Languedoc-Roussillon vient se fondre, fusionner avec la région Midi-Pyrénées. C'est le plan qui est proposé par l'État. Je ne suis pas opposé à cette fusion. La seule chose que je demande, et pour laquelle je vais me battre, bec et ongle, c'est, comme le dit Cabrel, que Montpellier ne perde pas sa place dans le trafic. Je peux citer la chanson française de temps en temps. Oui, enfin, il n'a pas tout à fait dit ça, mais enfin, il a parlé de la place dans le trafic, il n'a pas parlé de Montpellier en particulier, mais c'est Johnny qui a chanté Montpellier. Vous êtes trop rigoriste. Donc Montpellier ne doit pas perdre sa place dans le trafic. Et vous le savez, Montpellier, à ce jour, a une situation particulière en France. Je n'ai cessé de le répéter pendant la campagne électorale, il est deux villes qui ont été retirées du pool des métropoles obligatoires, c'est Brest et Montpellier. Cela fait longtemps que la région Languedoc-Roussillon est en balance. Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler le discours récurrent de Georges Frêche, mais je vais le faire quand même, s'appuyant sur le rapport de la DATAR, expliquant qu'un jour, si on ne se battait pas, le Languedoc-Roussillon finirait par disparaître, pris qu'il est, entre Aix-Marseille d'un côté et Toulouse de l'autre. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation, et le choix de l'État est de ramener le Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées. J'ai eu l'occasion à ce propos, lors de l'inauguration du musée Soulages à Rodez, de prendre le petit déjeuner avec Martin Malvy, et j'ai abordé ce sujet en toute tranquillité avec lui. Montpellier-Brest sorti du pool des métropoles obligatoires. Il est bien évident que si la grande région se fait, et c'est l'intrado de la réforme de l'État, elle sera accompagnée par un transfert de compétences. Et que je vois mal comment Toulouse, ou la région Midi-Pyrénées, pourrait organiser le réseau routier de Montpellier, gérer les collèges de l'agglomération et organiser le schéma de transport. Je ne donne que ces exemples-là. Il est donc nécessaire et vital aujourd'hui, et les circonstances m'y poussent, que l'agglomération de Montpellier devienne métropole. Mais voilà, pas n'importe quelle métropole. Et je reprends stricto sensu ce que j'ai dit pendant la campagne. Et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis favorable à un pôle métropolitain dans lequel il y a, de la part de l'agglomération de Montpellier, un grand respect des communautés d'agglomération que sont celles du Pays de l'Or, celles du Grand Pic Saint-Loup, celles de Sète, celles de Thau, etc. La transformation de l'agglomération de Montpellier en métropole doit s'effectuer
à périmètre identique. Et elle doit être respectueuse de toutes les communes, des 31 communes et de leurs maires. François Hollande, d'ailleurs, ce matin, explique que les communes doivent rester de petites républiques à l'intérieur de la grande république. Je partage cette vision du territoire. Cette transformation doit s'accompagner d'un pacte de confiance avec les maires. C'est en cela qu'il s'agit là d'une métropole douce, discutée, négociée, consentie. Ce pacte de confiance conserve aux maires la maîtrise de l'urbanisme et de leur PLU. Et il y a des agglomérations qui ont déjà écrit des règlements qui vont dans ce sens. Il n'y a aucune raison pour... Troisième point, en cas de litige, la conception d'une nouvelle entité à l'intérieur de l'agglomération que je fais vivre depuis que j'y suis président, c'est la conférence des maires devant lesquelles tout litige doit être réglé. J'ajoute à cela et j'ai fait la proposition aux maires hier en conférence des maires, puisque tout ce que je vous dis là a été présenté d'abord en bureau des vice-présidents de l'agglomération hier, et ensuite à la conférence des maires à midi. Cela passe également par le démantèlement du réseau des maisons d'agglomération sur l'ensemble du territoire, qui deviendront un service rendu à la commune, avec transfert du personnel. Et dans chaque commune de l'agglomération, il y aura un guichet agglomération dans chaque mairie. Voilà les mesures qui ont été présentées aux maires et que nous travaillons pour établir une charte qu'on appelle le pacte de confiance avec les maires, qui pourrait être signé, conçu et signé par les communes de l'agglomération au moment où nous aurons en passé en métropole, c'est-à-dire en janvier 2015. Quel est l'agenda et le timing? La loi nous demande et demande à l'agglomération de proposer une délibération sur le principe de passage en métropole. Cette délibération, je la proposerai au conseil d'agglomération le plus vite possible, avant la fin du mois de juin. Ensuite, les communes auront à délibérer et les conseils municipaux auront à délibérer avant la fin de l'année pour les 31 communes. Et cela se jugera, le passage en métropole se jugera à la majorité qualifiée. Je parle sous le contrôle de Christian Fina pour la majorité qualifiée. 20 communes et 21 communes et 360 000 habitants, 213 000 habitants, ou bien 16 communes et 295 000 habitants. « 284 000 habitants et 16 communes. »
ou bien 16 communes et 284 000 habitants, ou 21 communes et 213 000 habitants. Voilà quels sont les degrés de la majorité qualifiée. Une délibération de principe votée le plus vite possible. Et puis, les communes sont souveraines. Je tiens beaucoup à cette notion. Les communes sont souveraines à la fois à l'intérieur du territoire d'agglomération et elles sont souveraines également quant à l'avenir de notre intercommunalité, puisque ce sont les conseils municipaux qui donnent leur avis, indépendamment de l'agglomération. Sur le fond, Montpellier et l'agglomération de Montpellier, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas perdre sa place dans le trafic. Alors, dans le cas de mariage avec Midi-Pyrénées, nous serons deux grandes villes. Une grande ville qui s'appelle Toulouse, qui est à droite, et la seule ville de gauche du sud, Montpellier. Moi, je suis pragmatique. Toulouse est un grand centre économique, beaucoup plus que Montpellier. Toulouse peut être quelque part, avec Montpellier bien sûr, la représentante de l'industrie, des entreprises, de l'aéronautique, ce qu'elle est déjà. Mais Montpellier peut garder son rang de capitale politique, administrative, qu'elle est aujourd'hui. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait dans cette région deux capitales, Toulouse et Montpellier, chacune sur des domaines propres, en fonction de ses capacités. Chacune en fonction de ses capacités. Mais pour cela, et Stéphane Le Foll me l'a encore confirmé hier, de façon très claire, si nous ne prenons pas le statut de métropole, nous ne pourrons pas entrer sur le terrain de jeu. Nous regarderons passer les avions de Blagnac. Je cite Nougaro, là. Moi, je vais me battre à fond pour que le statut de l'agglomération évolue vers le statut de métropole, dans les conditions que je viens de vous indiquer, à l'intérieur de son périmètre, avec une charte de confiance des maires, un pacte de confiance des maires, et avec tous les supposés que j'ai indiqués concernant l'espace public, le PLU, les maisons d'agglo et le droit de veto sur les projets agglomération qui reviennent de conférence des maires. Mais nous devons le faire, parce que sinon, nous n'aurons pas droit à la parole sur la réforme territoriale. Je sais que c'est un peu la quadrature du cercle, mais je sais aussi que le pays a besoin d'être réformé et qu'on ne peut pas ajouter aux collectivités de façon incessante et permanente d'autres collectivités. Il faut avoir dans cette affaire à la fois le sens de l'État et le sens de son clocher. C'est ce qu'a dit François Hollande quelque part, que je n'ai pas l'habitude de citer aussi abondamment qu'aujourd'hui. Mais c'est ce qu'a dit François Hollande quand il dit « les communes restent des républiques à l'intérieur de la République ». Je me suis inspiré de cette phrase que
que je fais mienne, parce qu'elle me convient. Et quoi qu'il en soit, je considère que dans cette affaire, seule la négociation et l'intelligence peut prévaloir. Parce que nous sommes très désarmés, nous les maires, face à des cartographes qui de Paris refont le paysage. Donc je respecte la décision de l'État, mais elle ne doit pas désavantager en aucun cas la ville et l'agglomération de Montpellier. Ce sont les limites que je pose à cette réforme territoriale, dont je partage la philosophie, mais qui mérite un certain nombre d'aménagements au plan local, et le passage en métropole est l'axe majeur pour pouvoir résister et pouvoir... et si dans la réforme territoriale, François Hollande prend autant de précautions avec les départements, c'est qu'il considère que chaque cas est un cas en France. Et donc je pense que tout cela se négocie, se discute. On n'en est pas là. Moi, ce que je dis, c'est que l'agglomération de Montpellier, avec Brest, ce sont les seules grandes villes qui n'ont pas le statut de métropole. Et que dans ce contexte-là, elle ne peut pas discuter d'égal à égal avec les autres grandes villes. Et elle ne peut pas défendre le territoire. Donc, elle est obligée, quelque part, de prendre ce statut pour pouvoir avoir droit à la parole. Aujourd'hui, les compétences de l'agglomération de Montpellier sont toutes complètes pour pouvoir passer en métropole. Il n'y en a qu'une seule que nous n'avons pas et que nous aurions si nous passions en métropole, c'est l'organisation des aires des gens du voyage. Et puis il y a une autre compétence, pardon ? La voirie. Et sur la voirie, voilà. Ce sont les deux compétences qui sur l'espace public. Donc, c'est les deux compétences que nous n'avons pas aujourd'hui et que nous acquérons si nous passons en métropole. Toutes les autres, nous les avons aujourd'hui. Après, ça va dépendre de ce que vivent les départements, de la loi, puisque ce matin c'est 2020, ça change beaucoup. Moi je dis que je me bats uniquement sur le principe. Le principe de la réforme territoriale. Alors je vais vous le faire politiquement. Ça fait longtemps que l'État veut, je dirais, fondre le Languedoc-Roussillon dans d'autres régions. J'ai cité le rapport de la DATAR tout à l'heure, mais je crois que d'avoir sorti Montpellier et Brest des métropoles obligatoires, ce n'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard avec les politiques. Loin de là. Et si on a voulu sortir Montpellier, c'est justement pour favoriser le mariage avec la région Midi-Pyrénées. D'ailleurs, entre vous et moi, notre afférence avec la région PACA est plus prégnante. On est plus près de la région PACA que de Toulouse. Parce que là, ce qu'on nous propose, c'est de refaire le Languedoc antique. Celui du comte de Toulouse. Et je vous rappelle que Montpellier a été capitale régionale au XVIe siècle. Elle a pris les destinées de la région au comte de Toulouse. Justement, vous avez dessiné une grande région Languedoc qui aurait deux capitales. Une capitale économique, Toulouse, une capitale politique, Montpellier. Comment ça peut fonctionner, ça ? Ben justement, on est jumelé avec beaucoup de villes. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas jumelé avec des villes de notre propre territoire. Et dans le schéma national, le Premier ministre peut envisager une région avec deux capitales? Et comment font les autres régions où il y a plusieurs métropoles? Il faudra bien qu'il y ait une décision de prise. Et je ne vois pas l'État condamner telle métropole au profit de telle autre, puisque dans la région,
dans les grandes régions, il est dit que ce seraient les métropoles qui organiseraient les compétences et le territoire. Je crois que pour que Montpellier puisse parler et qu'elle soit écoutée, il faut que l'agglomération de Montpellier, la réforme nous y pousse encore un peu plus, qu'elle modifie son statut d'agglomération et passe, malgré le fait que la loi l'ait sortie du pool des métropoles obligatoires, en métropole. Le mot de démocratie a été permanent dans la campagne électorale que j'ai menée. Quelle est la place Faire de la politique autrement, c'est revenir au... Je vous rappelle ce que j'ai dit, stricto sensu. C'est trop frais pour que j'ai oublié. C'est revenir à la base de la démocratie d'Athènes. Souvenez-vous ce que j'ai dit. Je l'ai dit tout le temps, depuis le début. Donc, quelle est la place, quelle est l'amélioration apportée donc, aux citoyens en termes de démocratie, puisque précisément la proximité, dont vous êtes l'un des héros, est un petit peu malmenée. C'est la raison pour laquelle je considère que de gérer les collèges à partir d'une autre ville, il y a des compétences qui sont croisées avec la région, notamment le domaine économique, notamment le tourisme. L'échelon du tourisme, je vais vous prendre un exemple. Nous avons un office de tourisme à la ville de Montpellier. Mais le tourisme, c'est une compétence régionale et des grandes agglomérations. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du Sud, mais la mission Racine 1, elle a bien conçu le tourisme en créant les stations balnéaires, les clubs sportifs de haut niveau, Gruissant, Port-Camargue, Cap d'Agde, la Grande Motte, j'en passe et d'autres. Elle a bien créé cela avec une vision touristique très large. Donc on a des compétences croisées sur ces notions-là, qui sont fondamentales. Moi je crois que le tourisme par exemple, c'est une économie qui est dépendante de la région. D'ailleurs le programme régional de 2010 qui s'appelle la mission Racine 2, c'est moi qui l'ai écrit dans la mission Constantin. D'ailleurs, si l'aéroport de Montpellier doit se développer, c'est aussi pour le tourisme. Et je remercie le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, M. Rossignol, qui a accepté l'idée de connecter le tramway à l'aéroport. C'est un grand pas. Je le remercie. À quel rythme et sur quel périmètre vous envisagez de constituer le pôle métropolitain dont vous avez parlé par ailleurs sur la base du volontariat et sous forme de PCI. Sous forme de volontariat. Le mode de scrutin pour les métropoles vous convient actuellement? Est-ce que vous imaginez ou d'autres qui devraient peut-être aussi réformer? Est-ce que ce n'est pas le moment justement d'en parler? Je considère que la parole donnée in fine aux conseils municipaux et comme l'urbanisme, l'espace public, la volonté, lorsqu'il y a un litige, de se rapporter à la conférence des maires et de ne pas, en fait, de créer un règlement qui soit consenti par tous les maires. Voilà. C'est ça la réalité. Et qui laisse aux maires leur capacité de décision sur le sol communal, en considérant que l'agglomération est une coopérative de services à leur disposition. Ce que doit être, j'invente rien, hein. Une coopération communale, c'est ça, intercommunale, c'est ça. Et là, il y a donc les 7 d'accord. D'abord, il faut que nous fassions passer ce qui se passe aujourd'hui, quand on a une lecture politique des événements. À mon avis, on ne se trompe pas beaucoup. Je ne me suis pas trompé pour les municipales. Vous envisagez un référendum de la population? Sur la métropole, ce sont les communes qui sont souveraines. Donc ce sont les communes, les conseils municipaux qui décident, parce qu'ils sont élus démocratiquement et légitimement. Mais pas les métropoles. Hein. Le mode de scrutin, vous n'avez pas vraiment parlé. D'accord, alors, avec le mode actuel. À terme, les métropoles seront élues au suffrage universel. Ça me paraît... Mais quel terme? Ça, c'est très émotion quand on parle de réforme. Je suis pas... Oui, mais ne me posez pas des questions comme si j'étais député. Moi, je ne suis pas député, je suis maire d'une commune et président d'une agglomération.
j'écoute ce que propose le gouvernement, je regarde quel est le vœu des populations qui m'ont élu et je défends les territoires sur lesquels j'ai été légitimé. Voilà, c'est tout. Après, si vous me posez en tant que politique, quelle est votre vision du scrutin sur une métropole, je vous dirais, est-ce que vous souhaitez que l'agglomération de Montpellier ait la parole dans la réforme territoriale, ou est-ce que vous voulez regarder les avions passer? Voilà, c'est la question qu'il faut leur poser. Ils ne sont pas idiots, les maires. Du tout. Vous l'avez rappelé, vous n'êtes pas député. D'ailleurs, il y a une députée, en l'occurrence Annie Bonleta, qui avait fait une autre proposition, puisqu'en final, c'est quand même eux qui vont voter. Dans le schéma qu'elle proposait, Montpellier restait une capitale régionale. Et de la même façon, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer un axe, pour le coup, alors vous le dites hein, vous-même, on est plus proche de Marseille. Écoutez, M. Bourquin, il est président de région, il défend la région qu'il a élue. Ça ne me paraît pas incohérent avec son attitude politique. Mais s'il n'a pas le soutien de la ville principale, c'est... Mais moi, ce n'est pas un problème de soutien à Bourquin. Et alors, ça veut dire que je suis devant un choix cordélien. Faut-il soutenir le président de la République ou Christian Bourquin? Ben, sur ce coup, vous voyez, je soutiens la réforme territoriale parce que c'est la modernisation du pays et que j'ai le sens de l'État. Vous soutenez le Premier ministre quand même, au passage. Oui, je soutiens le Premier ministre, oui. Oui. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit. Vous avez dit à votre petit déjeuner avec Martin Levy, oui. Vous avez abordé, j'imagine, la question des deux métropoles, des deux capitales de la région, pas du tout. Non. Vous n'avez pas son sentiment sur la question? Non, nous avons pris un contact qui a été extrêmement courtois, très poli, très chaleureux. Et puis j'ai perçu quelque chose qui m'a beaucoup plu chez Martin Levy, c'est auquel je suis sensible en tant que politique de terrain, c'est que quand il passait dans la rue, les gens lui disaient bonjour comme s'ils le connaissaient depuis très longtemps. Et moi j'aime bien les politiques qui connaissent le peuple. Est-ce que vous pourriez citer quelques exemples qui montreraient le handicap de Montpellier si elle ne passait pas métropole? Parce que tout le monde dit effectivement il faut que Montpellier, comme vous avez dit, ça pèse dans le trafic, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets qui feraient que finalement, si elle n'était pas métropole, Montpellier serait fortement handicapé? Fortement handicapé parce que la métropole, dans le cadre de la décentralisation, offre des capacités de nouvelles compétences que l'agglomération ne peut pas prendre. Donc Montpellier ne serait pas un territoire possible pour toutes les compétences issues de pas de la décentralisation, mais de la réforme territoriale. Donc elle ne pourrait pas participer à ce jeu. Exemple, je vous ai indiqué tout à l'heure que si Montpellier n'est pas métropole, Montpellier ne peut pas recevoir ne peut pas administrer les collèges, les routes, l'espace public, etc. Donc l'intérêt, donc ça serait gouverné d'une autre ville. Si Toulouse était choisie, ce serait de Midi-Pyrénées que nous arriveraient les prérogatives. Est-ce qu'il y a un intérêt financier? Il y a également un intérêt financier, je n'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant, qui se rapporte, qui est assez modique, qui est à 7 millions d'euros, mais sachez que si Montpellier ne passait pas métropole, elle pourrait perdre une partie de la dotation globale de fonctionnement évaluée à 60 € par citoyen. Ce qui est énorme. Manuel Valls déclare ce matin sur la BFM que la réforme n'est pas figée. On vient d'évoquer un possible axe Marseille, Montpellier, Toulouse. Est-ce que vous pensez que vous allez le négocier? Si lui-même déclare que la réforme n'est pas figée à l'heure actuelle. J'ai eu hier soir plusieurs personnes du gouvernement. Je leur ai fait part de ma position, celle que je vous indique aujourd'hui. Bien sûr que ma position à moi n'est pas figée non plus.
mais je considère que ce que je viens de dire pour l'agglomération de Montpellier est pour moi vital. Et avant de parler des régions, il faut d'abord, step by step, il faut commencer par nous remettre dans le fonctionnement métropolitain à l'intérieur. Si Montpellier n'a pas droit, et l'agglomération de Montpellier n'a pas droit à la parole dans la réforme territoriale, et que les ordres nous soient donnés d'ailleurs, de très loin, sans que nous ayons mot à dire, chacun se regardera dans le miroir. Moi, j'aurais fait mon boulot. Moi, je fais mon travail. Je défends les territoires qui m'ont confié leur avenir. Et je le fais à marche forcée. C'est-à-dire que j'ai assorti la proposition de passage en métropole d'un règlement donnant aux maires leur liberté d'action sur les domaines qui sont le plus sensibles. Et ils ont été... Vous étiez à Rodez, vous l'avez dit vendredi. Oui, je réponds à votre question, et puis j'ai deux petites infos à vous donner aussi. Vous avez croisé... Rien à voir avec la réforme territoriale. Vous avez croisé Aurélie Filippetti, vous avez eu l'occasion de parler de ce musée. Vous avez vu que chaque jour qui passe, il y a des signataires en plus, ils en font 2500. Est-ce que vous attendez le 16 juin pour donner votre décision sur quid de ce musée ou C'est le 19 juin que le Conseil d'agglomération se prononcera sur le dossier du musée de la France en Algérie. À ce jour, seul le comité scientifique s'est exprimé différemment de ma position. Et l'un des membres de ce comité m'a écrit que j'étais un piètre politique parce que je n'étais pas dans la continuité. J'ai considéré que c'était un compliment. Enfin, ceci dit, vous avez vu que ça réagit quand même beaucoup. Il y a eu 1 heure sur France Culture l'autre jour. À 2 pas de la comédie, il faut un centre attractif d'art. Et nous n'avons pas de centre d'art contemporain. Par contre, Soulages, Pierre Soulages, ce n'est que le musée phare. Dans Libération, on m'a fait dire que j'avais dit que certains tableaux de Soulages iraient au musée de la France en Algérie. Je n'ai jamais dit cela. Et je le confirme aujourd'hui, Soulages, c'est le musée phare. Le musée de la France en Algérie, le centre d'art contemporain, ce seront les artistes contemporains issus. Tout à l'heure, j'ai donné à Pierre Serre et à Vincent Coste une carte que j'avais sous la main, que j'ai fait tirer sur Internet ce matin, de l'ancien comté de Toulouse, de l'ancien Languedoc. On est pratiquement dans les purs de l'ancien Languedoc avec cette région-là. Il manque que 2 parlers occitans, le provençal et le gascon, pour réunir les 5 parlers de la langue occitane. 3 sont réunis ici. Donc, ainsi va la vie des peuples. Il y a des phases de contraction, des phases d'expansion, mais les territoires culturels, finalement, restent toujours à peu près dans les purs. Parce que là, on est sur des territoires culturels. Le Languedoc, l'Aquitaine. J'ai demandé hier un audit supplémentaire qui concerne les locaux associatifs de la ville de Montpellier. Pourquoi? Parce que vous avez parce qu'il y avait certains problèmes dans... Non, parce qu'on me raconte certaines choses sur quelques usages de ces locaux qui sont faits, qui n'ont rien à voir avec l'action communale. Audit et recensement peut-être, parce qu'il paraît qu'il y a des locaux qui vous appartiennent, vous ne savez même pas que c'est la ville. Non, ça c'est le recensement du patrimoine, c'est autre chose. Mais dans le cadre des locaux associatifs, c'est sur les usages. Il y en a combien à peu près? Vous avez une idée? Bon, je fais l'audit pour cela, mais il y en a beaucoup. Quel genre d'usage? Certains que la morale réprouve. Une nouvelle affaire de photos floues. Voilà, donc pour en avoir le cœur net, j'ai préféré faire un état des lieux. Je ne voudrais pas que les informations liées à ces locaux nous surprennent au cœur de l'été.
Voilà, ensuite, certains me demandent si je suis candidat au sénatorial. Alors, je réponds non. Je ne suis pas candidat au sénatorial. Je pourrais l'être. Mais justement, à propos de Parce que 350 grands électeurs, peut-être presque 400, sont sous la mouvance de la ville et de l'agglo. Il faut 450 voix pour être élu. Au niveau justement de strates à faire disparaître, la disparition du Sénat, c'était une... on en parlait beaucoup à gauche à l'époque. Mais on ne peut pas être partout. Et j'ai beaucoup de travail à la ville avec vous. Et je rencontrerai plus avant le MHP, Ville Agglomération. Et le 6, je rencontre Christian Bourquin, après avoir vu notre visite. Vous n'avez pas répondu sur la transparence. Je rencontrerai l'ensemble du club. Je demanderai où en est la situation financière et on aura sur ce sujet une discussion en interne à l'agglomération. Moi, je demande à tous les clubs de connaître leur situation avec l'ensemble des services de l'agglo et de la ville. Et moi, je ne suis pas capable de répondre de cette façon-là à la question que vous posez, parce que vous dites c'est pas transparent au MHEV. Moi, je n'ai pas de preuve que c'est pas transparent au MHEV. Moi, je suis face à une situation qui est le maintien du MHP comme club de haut niveau et club formateur de handball. Je ferai tout pour que le MHEV continue sa magnifique comédie du livre. Il y a quelques jours, de nombreux auteurs de la ville finlandaise de Tampere étaient présents et que lorsque Lénine s'est exilé du RSS, il est allé passer une partie de sa retraite à Tampere, qu'il existe dans cette ville un musée qui s'appelle le musée Lénine, qui édite des pins dont j'ai un exemplaire à la maison offert par les Finlandais, avec une magnifique statue de Lénine sur la place de Tampere. Donc il n'y avait rien de bien révolutionnaire et d'iconoclaste. Il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas exprimé de votre élection, c'est la rénovation du stade de la Mosson. Ça continue à l'élection? Non. Il n'y a pas de rénovation, il n'y a pas de... J'ai supprimé la couverture du stade de la Mosson. Par contre, l'agglomération et le club s'étaient lancés dans une réflexion des tribunes et des loges qui sont en très mauvais état, y compris en termes de sécurité. Et les travaux seront présentés prochainement lors d'un point de presse avec Nicolas. Pour avoir arrêté la rénovation du stade, parce que pour une grande ville de Montpellier, c'est quand même intéressant d'avoir un beau stade. Mais il est très beau le stade. Il est très beau le stade. Et moi je fais des économies. Hein. Moi c'est pas c'est l'impôt des Montpelliérains. Hein. Moi je fais des économies. J'ai supprimé autour de la bulle aussi 260 000 €. Voilà. Donc du coup pour la Mosson on passe de 50 millions à combien? À zéro. Il y a un peu la rénovation. Enfin, Monsieur Fina, sur la Mosson, les 50, c'est 500 000 €, c'est combien? 2,5 millions d'euros. 2,5 millions au lieu de au lieu de 56 000. Non, j'ai supprimé tout ça, vous ne vous rendez pas compte. Mais non, mais je ne peux pas tout dire tout le temps. Et quand on me pose les questions, je réponds, mais franchement, on fait au mieux. Quoi. On fait au mieux. Hein. D'ailleurs, écoutez l'opinion dans la rue. Et sur Oz et la gare, vous, apparemment... je m'exprimerai de façon très simple sur la gare de la Maugère et le quartier Oz. Si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est parce que je suis en discussion avec un certain nombre d'acteurs, et notamment la région, qui est responsable de tout le trafic ferroviaire. Mais je vous dirai la réalité du dossier, parce que je ne souhaite pas, tels les stigmates de la passion, porter à la place d'autres la couronne d'épines, les clous, les flèches. Merci.